Bon, alors bonjour et bienvenue à tout le monde, là. On voit que ça commence à rentrer tranquillement pas vite. Bravo de passer la période du dîner avec nous avec une superbe température comme ça. Écoute, ça a été glorieux au cours de la fin de semaine. Ça se poursuit aujourd'hui, un beau 29, c'est fantastique. Je vais juste laisser le temps aux gens de rentrer encore un peu. Ça commence à rentrer tranquillement pas vite. C'est parfait. On va frapper un bon ratio. Ça commence à débouler. Parfait. Bon, écoutez, aujourd'hui, on poursuit notre formule webinaire. C'est notre deuxième webinaire, en fait, que l'on fait au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Il faut se rappeler que le premier webinaire, c'était fait avec une autre rockstar, Ghislain Nadeau, qui travaille avec le groupe Prompt, qui vacille, pas qui vacille, mais qui visite tous les coins du Québec, désolé, pour des projets de productivité, que ce soit avec des grugués, groupe Canam. Puis finalement, ben, c'est un peu le message qu'on a retenu la dernière fois, c'est de dire, attendons pas après les subventions pour faire nos projets d'innovation puis de productivité. Il faut vraiment regarder du côté des ROI, donc du Return on Investment, du retour sur investissement, qui fait que oui ou non, un projet est valable. Puis ça rentre exactement dans un de nos quatre piliers. Pour la période 2025, 2028, on a quatre priorités, mais là, je vous dis qu'aujourd'hui, je vais vous en parler que d'une, et c'est la productivité. Alors, ça a bien commencé avec Ghislaine Nadeau, avec Prompt. On a beaucoup appris. Et là, aujourd'hui, on se transporte du côté du groupe GLM avec nul autre que M. Benoît Cormier, qui est président et chef de la direction du groupe GLM. Il se qualifie lui-même de Chief Happiness Officer, mais pour moi, c'est un acteur majeur du virage numérique québécois depuis les dernières années. Benoît a un parcours vraiment, vraiment édifiant. C'est un ingénieur industriel de formation. Il est reconnu, pardon, pour accompagner plus de 400 organisations à travers des transformations technologiques concrètes, mesurables, puis surtout qui inclut aussi le volet humain, qui est profondément important dans sa philosophie de gestion du changement. Groupe GLM, c'est un groupe qui a piloté près de 80 portefeuilles de projets numériques. Ils sont rendus à une valeur de portefeuille global de projets de plus d'un quart de milliard de dollars. Écoutez, c'est majeur. Mais tout ça, tu sais, il y en a d'autres joueurs au Canada puis au Québec, mais Benoît, pourquoi Benoît? Moi, je l'ai connu d'abord via Ghislain Nadeau, mais je l'ai aussi connu grâce à son podcast qu'il anime avec un de ses collègues qui s'appelle La Chaise Bleue. Et puis ça, je vous invite à l'écouter. Là, moi, je l'écoute sur Spotify la fin de semaine quand je roule en voiture. Tu apprends tellement là-dessus avec des joueurs au niveau de l'industrie, sur comment ils procèdent au niveau de leur changement, leur gestion de numérisation, leur gestion de l'implantation de mise en œuvre de l'intelligence artificielle. C'est vraiment là. Mais ce qu'il faut comprendre de Benoît, ce qu'il distingue, oui, c'est vrai qu'il y a des projets importants. Oui, c'est vrai que c'est un gros joueur. Mais je pense que, contrairement à d'autres, il factorise vraiment l'aspect humain dans tous les projets qu'il met de l'avant. Puis, on est vraiment, vraiment heureux aujourd'hui de t'avoir avec nous, Benoît, aujourd'hui. Puis, si tu me permets, Benoît, peut-être prendre quelques minutes. Oui, je t'ai présenté, mais qu'as-tu ajouté sur ton parcours édifiant ou ton personnage? Ben oui, hey, merci Frédéric. Je pense que je vais t'utiliser pour présenter ma personne. Tu vas le faire mieux que moi. En fait, je vais utiliser la deuxième présentation. Tu sais, c'est super beau tout ça, là, mais en réalité, moi, je suis un petit gars, excusez, je suis un petit gars des îles de la Madeleine. Je suis né à Havre-Robert, ben, Cap-Paumel, l'hôpital, là. J'ai grandi à Mqui, à Latude. Donc, tu sais, je viens quand même de toutes les régions du Québec. J'ai eu la chance de travailler aussi plusieurs années en Europe, là, surtout la côte basque ou en Bretagne, là, dans le nord. Tu sais, quand on parlait de portefeuille technologique, tu sais, aujourd'hui, on a dépassé le 300 millions en passant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aide Wow. les entreprises à s'assurer que l'investissement, parce que l'investissement est limité, l'investissement, c'est pas vrai que c'est limité, hein. Puis il y a des façons d'investir cet argent-là. Donc, une entreprise n'a pas un dollar à mettre aux poubelles, là. Chaque dollar qu'on doit mettre doit avoir un impact direct sur vos objectifs stratégiques, hein, que ce soit d'augmenter votre chiffre d'affaires ou d'augmenter la productivité. J'ai une autre implication aussi, j'aime mentionner, je suis aussi président du Centre de valorisation des données manufacturières, dont Ghislain, qu'on parlait tantôt, fait partie du board aussi. Donc, OK. c'est un organisme qui aide les entreprises à faire du maillage intersectoriel dans le secteur manufacturier. Souvent, les gens demandent, tu sais, Benoît, comment tu es arrivé à monter une entreprise comme la tienne? Moi, en fait, j'ai été 10 ans dans les Forces armées canadiennes, puis je vous dirais une chose, je pense que la base que je suis allé chercher là-bas en informatique, puis en gestion, transfert de connaissances, ça m'a aidé justement à me lancer en entrepreneuriat plus tard, puis pour avoir travaillé avec différentes firmes, autant à l'international qu'au Québec. Tu sais, le seul super pouvoir, je pense qu'on peut me donner, là, c'est la capacité de rassembler les gens, faire confiance aux gens, puis surtout
à pas vendre un service, mais à vendre l'accompagnement, le partenariat avec la stratégie des entreprises. Tu sais, on est une firme conseil, vous savez, là, on vend pas des produits, ce qu'on vend, c'est un accompagnement. Donc, si on comprend pas bien la stratégie du client, puis on est capable de communiquer le partenariat, ben c'est impossible à faire. Donc, je sais pas si Frédéric, tu voulais lancer une question avant que je me lance ou vous vouliez que je Ben, me écoute, lance. je Moi, je sais suis parti. qu'on va Ouais, partir sur une fusée qui n'arrêtera pas de décoller jusqu'à la fin, mais tu ouais, sais, moi, ce que j'aimerais d'abord, avant que tu partes avec tes projets, ouais, ton approche, tout ça, moi, là, ce que je veux de ouais, toi, Benoît, en premier, là, regarde, tu l'as sillonné le Québec, là. Je t'écoutais dans tes ouais. podcasts, tu étais à Bécancour, il n'y a pas longtemps, tu te promènes partout, tu connais les régions. C'est quoi, selon toi, si tu avais à faire un genre de rayon X de la région de Québec, où est-ce qu'on se situe, nous autres, dans cette grande transformation-là nécessaire qui doit se passer? Tu sais, où Ouais. est-ce qu'on se positionne? On sait qu'on a une économie diversifiée, on sait Ouais. tout ça. Maintenant, ceci étant dit, tu en as vu des compagnies à Québec, là, où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne alimentaire de la nécessaire transformation? Ouais, moi, personnellement, la région de Québec, là, tu sais, je viens de revenir ici. Là, on a un bureau qui est à Brossard maintenant. On vient d'ouvrir un bureau dans le Vieux-Québec. Tu sais, j'habite au Lac-Beauport depuis 1 an, là, pour les gens qui ne le savent pas. Puis on est devant la marina. Là, tu sais, on s'est vraiment établi un bureau. Ce que je réalise dans la ville de Québec, nos entreprises ont des chiffres d'affaires quand même, sans dire que tout le monde, mais relativement bas. Tu sais, on est des PME, on est des petites moyennes entreprises. Le niveau d'investissement technologique a un certain retard par rapport à son chiffre d'affaires, puis on va en parler tantôt, par rapport aux services, par rapport au coût des opérations aussi, le niveau d'investissement il est faible. Pour avoir discuté avec beaucoup de manufacturiers, il y en a qui ont une maturité quand même élevée, ce que je trouve génial. L'optonique, la photonique, le secteur de ce secteur-là est très avancé, honnêtement, d'un point de vue recherche et technologie. Par contre, le secteur des deuxième, troisième transformations, que ce soit les ébénisteries, le secteur de la transformation métallique et tout, il y a un retard. Là. Il y a un retard qui est assez considérable. Je compare à l'Ontario, je compare à ce que j'ai vu en Europe. Il y a un retard, puis on essaie beaucoup, puis là, je vais le dire, puis en passant, là, tu sais, je veux pas généraliser, Frédéric, là, on essaie d'attacher la technologie à un produit. C'est ce que je vois là, tu sais, les gens cherchent un Ouais. ERP. Quel ERP? Ils cherchent un CRM. Quel CRM? Mais en fait, la transformation numérique, c'est un écosystème qui offre une valeur ajoutée pour votre client. Fait que, tu sais, quand vous me parlez d'un ERP ou d'un CRM, vous me perdez. Oui, on va faire une sélection à travers un mandat, mais l'idée, c'est quoi le edge que l'entreprise, tu sais, ça n'existe pas, je suis un sous-traitant, je fais juste de la sous-traitance ou je fabrique un petit produit, mais je suis tout petit. Non, une entreprise, ça doit trouver sa niche. Puis dans ta niche, il y a des leviers technologiques qui permettent de te positionner comme un leader. Puis elle a la technologie. Tu sais, soit tu réduis tes coûts, tu es un cost leader, ou soit tu augmentes ton service client, puis là, tu deviens un acteur principal dans ton écosystème avec un service à valeur ajoutée, la servicification. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça, Frédéric. Il y a un langage, des fois, je trouve qu'il y a un manque de maturité dans la compréhension des opportunités technologiques. Puis, Benoît, tu sais, encore une fois, on décolle, mais en même temps, faut tenir en compte que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas des gens qui travaillent chez IA, c'est pas des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, c'est toutes des PME. Ouais, Hein, comme 80% des entreprises dans la région, ce sont des petites moyennes entreprises de 20 employés moins. C'est ça la réalité. Puis les autres, eux autres, ce qu'ils veulent aussi savoir, c'est qu'il y a plein de buzz. Tu regardes TikTok, tu regardes ci, tu regardes ça. Tout le monde te parle des passerelles à nuit de 10, puis que ouais, tu peux automatiser tout. Tu sais, je veux que tu nous parles en premier lieu de tes grands projets que tu as faits, mais à un moment donné, je veux qu'on redescende aussi au niveau de la réalité. ouais. Puis, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que la transformation numérique peut apporter également à des joueurs plus petits qui sont fortement majoritaires dans la région? Ouais. Puis on va faire le lien, tu sais, dans la présentation. Je vais te faire une intro quand même, tu sais, par rapport à des Parfait, mandats, des portefeuilles, mais parfait. après, on va rentrer dans le webinaire, puis vous allez voir, là, je vais passer par là, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, en fait, nous, les belles réalisations, là, si je commence au début, quand je suis revenu de l'Europe, moi, j'avais un premier enfant d'un bras, puis je me suis parti à mon compte, puis en parallèle, on a acheté une usine avec un autre associé qu'on a spiné en intégrant un système, justement, puis on a bien fait ça, mais j'avais signé Synapse Electronics, c'était genre 28 employés à l'époque à Shawinigan, tu sais, à Grand-Mère. Puis à travers le mandat, on avait intégré beaucoup là, de gestion. Là, on parle en 2013, vous situez 2011-2013, dans ces années-là, 2011. Puis on avait installé toute la gestion qualité avec des QR codes, pas des QR codes, mais des codes barres. Puis là, c'était attaché à son système ERP, puis c'était une plateforme avec des tie apps en parallèle, mais c'était tellement bien que le groupe Stelpro a acheté l'entreprise Synapse. Puis ça, pour nous, ça a été un levier phénoménal parce que on est passé d'une entreprise là, qui était, on avait quelques PME, HDI, technologie, on était quand même dans la super grappe là, là-bas.
On avait des clients aussi comme Martin Dessert à Québec, qui était aussi dans un début de croissance là, dans la fabrication de gâteaux. Mais c'est sûr que le groupe Stelpro nous a emmenés ailleurs. Aujourd'hui, le groupe Stelpro, avec Innover, on a dépassé les 500 millions de chiffre d'affaires, un ensemble d'usines à travers le monde. Là, sans rentrer dans ces détails-là. Mais des entreprises comme Synapse Électronique, au début, le premier gap, qu'est-ce qu'il y avait en ce moment, là, c'est les bases du ligne n'étaient pas là. Quand on parle du ligne, c'est les flots de production, la capacité, le juste à temps, de gérer les Kanban et tout. Puis la réalité, puis vous allez voir, j'en parle dans la présentation, c'est que les petites entreprises ont encore plus d'opportunités que les grandes entreprises en ce moment. Pourquoi? Parce que l'IA, parce qu'on va parler d'IA aussi aujourd'hui, vient à remplacer toutes les tâches cognitives répétables à haute fréquence puis à irritant élevé, je pourrais dire ça comme ça. Là. Ça veut dire que si à l'époque, on avait été capable de faire ce qu'on a fait, mais en plus qu'on avait l'opportunité de l'IA, je pense que Luc Gélina et Louis Lemay, ceux qui ont vendu l'entreprise, auraient pu la vendre peut-être 2 à 3 à 4 fois plus cher qu'ils l'ont vendu à cette époque-là, parce qu'on était prêt d'aller atteindre ces hauts niveaux de standards-là versus aujourd'hui avec un investissement qui serait le moindre. Tu sais. Puis, tu sais, quand tu parlais de réalisation, on a un portefeuille, nous, 72% de nos investissements sont dans le manufacturier. C'est-à-dire que 70% de nos mandats, là, 72%, c'est des manufacturiers. Puis, dans le 72%, j'ai environ 30% des mandats que c'est des grandes entreprises. Ça veut dire qu'on a quand même 70% et plus du 72 que c'est de la PME. Ça veut dire des entreprises qui ont entre 5 à 30 millions de chiffres d'affaires. C'est ça la réalité du Québec. La Beauce, c'est comme ça. Les Laurentides, c'est comme ça. La Nodière, la Mauricie, c'est comme ça. Avec des belles business comme Drexel, exemple, Mécano Soudé, une trentaine d'employés, c'est des gens avec qui on fait affaire là, dans l'industrie. Ce que je décolle, Ah ouais, décolle, c'est parti. Parfait. Tu sais, je vous ai préparé un petit avancé là, pour moi. Là, j'entends ces temps-ci, là, quand on fait le tour des shops. Là, tu sais, la semaine passée, j'étais à Toronto, j'étais allé visiter des shops. J'étais allé voir les Blue Jays aussi qui ont gagné la finale de l'Est. Là, tu sais, c'est la première fois qu'ils sont les champions de l'Est. Mais en tout cas, ça pour dire, oui, c'est vrai que Trump, c'est une menace, mais est-ce que c'est la vraie? Je suis pas sûr. Tu sais. On parle de François Legault présentement qui veut se réélire, puis là, les gens, tu sais, on parle beaucoup de ce qu'on contrôle pas, puis qu'on peut pas bien influencer comme manufacturier. Tu sais, puis là, j'ai mis Poutine, les gens vont dire c'est la vraie menace. J'ai même mis le castor dans le domaine des forestiers. Ça, c'est celui qui va faire beaucoup il va gruger le bois, mais il en replante jamais des arbres. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, c'est un prompt avec Trump et le castor aussi. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, puis j'ai pas beaucoup d'empathie dans ce que je vais vous dire en ce moment, la vraie menace là, pour votre industrie, c'est votre propre retard technologique. C'est ça le message que je veux vous envoyer. Puis aujourd'hui, je veux vous donner un peu d'espoir où la technologie, là, elle est là, elle existe. Si on prend le temps de s'éduquer comme entrepreneur, comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise, il faut se poser les vraies questions. Est-ce qu'actuellement, je me compte des menteries puis j'accepte ma situation actuelle ou réellement, je dois faire les bonnes étapes? Tu sais, vous savez, dans l'industrie, il y a plein de subventions qui existent. C'est pas la subvention qui fait le retour sur investissement. Okay? Le retour sur investissement, c'est votre capacité à viser le bon projet attaché à une bonne stratégie d'affaires où vos clients vont en bénéficier ou au contraire, votre état financier va en bénéficier. La subvention, pour moi, ce n'est qu'un un accélérateur, qu'on pourrait dire. Tu sais. Quand on prend une entreprise, souvent les gens nous demandent qu'est-ce que ça veut dire de la gestion de portefeuille technologique pour une PME. Okay? J'ai séparé en 2 types d'indicateurs. Pour moi, il y a les manufacturiers, qui est un secteur d'activité à droite, puis à gauche, il y a le transport et le service. Il y a 2 façons de calculer l'investissement minimum qu'une entreprise devrait faire selon les benchmarks. Quand je prends les benchmarks, là, j'ai pris BCG, qui est Boston Consultant Group, j'ai pris le McKinsey, j'ai pris The Economist, j'ai pris Computer Electronic, Prince. Okay, c'est des statistiques qui datent déjà de 2020. Okay? Fait que là, je suis pas en train de prendre une statistique, la convertir et essayer de vous vendre comment je peux dire, un idéal. C'est que dans le domaine du transport, on le calcule un ratio par rapport au coût des opérations. Ça veut dire que si vous prenez l'ensemble de vos investissements en transformation numérique et vous le divisez par votre coût des opérations, souvent la main-d'œuvre, okay? Vous devriez investir environ 4,8 okay? Si on fait le calcul, je ne sais pas, vous avez un coût d'opération de 1 million en main-d'œuvre dans le domaine du service, bien, vous devriez diviser votre investissement technologique. Ça veut dire que votre capacité à payer, c'est 48 000 divisé par votre coût d'opération qui donne un bon ratio. Fait que, tu sais, des fois, quand j'entends ça, je vais investir 200 000 dans un système ERP, puis après, c'est fini. Non. Un investissement technologique, c'est budgété, c'est annuel, c'est maintenu.
On peut l'augmenter, on peut le réduire. Puis vous allez voir dans un prochain slide, je vais vous montrer comment on Hey investit en Benoît, je peux-tu technologie. t'arrêter là pour mettre ça bien Oui, concret pour le monde qui nous écoute? oui, C'est tellement vrai ce que tu racontes en termes de nécessité d'investir que lorsqu'on commence à faire l'impact de la productivité, puis tu ramènes ça dans un ratio per capita. oui. Puis que là, tu découvres que si on se compare à l'OCDE, par famille, on est 12 000 plus pauvre que la moyenne de l'OCDE. Puis que quand tu regardes au niveau du man-hour, là, les dernières stats que j'ai vues, c'est quasiment 18 de l'heure man-hour de retard de productivité sur le reste. C'est là que tu découvres que depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme l'espèce de courbe où les États-Unis, écoute, s'envolent. Oui. Le Mexique, pas trop loin derrière. Puis le Canada, lui, là, on est rendu quasiment dans la courbe négative. Puis ça impacte quoi? Ça impacte notre niveau de richesse collective. C'est majeur, là. C'est du cash dans Exactement. nos poches. C'est du cash dans Oui. nos entreprises. C'est ce que tu peux te payer comme consommateur. C'est capoté, là. Hein? Puis souvent, les gens, ils magasinent un produit et non une capacité à payer. Tu sais, quand je m'achète une voiture, je sais j'ai combien d'enfants, est-ce que j'ai besoin d'une ou deux voitures, puis ensuite, ben, c'est quoi la capacité à l'entretenir, tu sais? Souvent, une technologie, c'est le même principe. Tu sais, je prends un manufacture, c'est 2,7 chiffre d'affaires. Vous avez un chiffre d'affaires de 1 million, ben, vous avez une capacité à payer de 27 de 25 000. Tu sais. Là, ce que vous allez être intéressé, c'est de voir c'est quoi les moyennes qu'on observe au Québec. Au Québec, là, on parlait là, de. Hey, je l'ai filtré en passant pour la région de Québec, là, dans tout ce que j'ai comme document. J'en ai au-dessus de 400 pour vrai dans notre système. La réalité, c'est que ce qu'on observe, c'est moins de 1 pour les manufacturiers, puis environ 1,1 par rapport au coût des opérations. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont parler d'un retard en productivité ou d'un retard en technologie. Le retard est même dans l'investissement et pas seulement dans la capacité à livrer. C'est sûr que si on se compare, on se console. Ça veut dire que si vous investissez beaucoup moins que le benchmark, ben c'est normal que votre résultat soit beaucoup moins proche de la réalité du. Donc, souvent, on voit ça comme une dépense. C'est ça la réalité. Quand on investit en technologie, puis on n'en a pas eu les retours sur investissement, ben, la réalité, on n'a pas le goût de réinvestir parce que c'est une dépense. Donc, c'est ce que j'observe beaucoup. Tu posais la question tantôt. On Ouais. constate trois types d'investissements dans les technologies qu'on peut avoir pour un manufacturier ou quoi que ce soit de tout ça. Puis je les ai séparés. Ça, c'est l'investissement qu'on voit en moyenne. Le premier, c'est le support et la maintenance. C'est les coûts de logiciel, les coûts de serveur, d'acheter des laptops dans l'organisation, d'acheter des mobiles. Tu sais. Ça veut dire que 80% quasiment de votre, on va dire 0,8%, qui est déjà très faible, ben 80%, c'est de la dépense. Il n'y a pas de retour sur investissement. L'optimisation de la croissance, là, c'est de l'amélioration de la qualité, du service client, de la productivité, tous les logiciels que vous entendez, ERP, CRM, MES, je pourrais en nommer plein, là, ben, c'est des logiciels qu'on va appeler pour optimiser et aider l'entreprise à croître, donc réduire la dépendance envers des individus. Okay? Seulement 18 observé en moyenne dans votre gestion de portefeuille. Puis l'innovation, c'est du développement sur mesure pour aller chercher des nouvelles parts de marché. Là, je viens que vous, tu sais, je fais la ligne là, en GLM, comment nous on le voit, puis vous allez l'entendre de toutes les façons. Pour moi, quand tu investis en innovation avec ton 0,8 tu sais, qui est déjà même pas une pièce, là, des fois dans une organisation, ben, assure-toi que tu vas chercher de nouvelles parts de marché. Sinon, si tu es en train de développer sur mesure des projets de croissance, puis d'optimisation, peut-être que tu te trompes parce que ça crée des dettes technologiques, ça vient avec de l'investissement majeur. Fait que tôt ou tard, ça devient un ajout dans ton support et maintenance. Ça veut dire que si tu ne choisis pas le bon projet, puis en plus, tu as un projet d'innovation qui ne crée pas de nouvelles parts de marché, là, tu te crées une dette. Puis souvent, la dette, c'est une pensée magique de ça ne se fait pas ce que je suis en train de faire, c'est magique, mais ça ne te crée pas de hedge. En fait, tu es en train de te créer un rêve qui aboutira peut-être jamais, malheureusement, des fois trop tard, ça pénalise l'entreprise dans sa valorisation, dans sa capacité à investir, optimisation, croissance. D'où le sujet où je veux vous amener aujourd'hui, pour moi, c'est ces investissements-là, quand on parle de perte de productivité ou d'enjeux de maturité technologique dans les organisations, ben, c'est la plus belle des nouvelles en ce moment, c'est que l'intelligence artificielle, elle propose des nouveaux sommets. Ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans versus ce qu'on peut faire aujourd'hui, le gap est tellement grand en rapidité puis en réduction d'efforts puis d'argent que c'est important d'en glisser un mot. Je vais faire un lien, tu sais, on parle de gap de technologie, puis juste pour faire rire aussi là-dedans. C'est comme quand on achète les nouveaux speakers Alexa, là, tu sais, puis là, le monsieur là, qui est super brillant, qui a peut-être 25 ans en carrière technologique, tu sais,
Puis là, il cherche comment faire jouer la musique sur le speaker. Puis là, tu as une petite fille de 7 ans, elle, qui tout de suite, elle demande Hey, je veux faire jouer Baby Shark, excuse-moi, dans la cuisine. Tu sais, puis elle peut même choisir où. Là, ça fonctionne. C'est ça qui est en train d'arriver. Présentement, la technologie vient à nous, la technologie est accessible. Puis la réalité, c'est que moins de 8% des entreprises au Québec qui ont commencé à adopter des technologies d'IA dans leur entreprise. Moins de 8%. Quand on prend la compétition dans le monde, comme Singapour, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes, c'est plus de 80% des entreprises manufacturières ou de services qui ont commencé ou explorent des technologies déployées d'IA dans leur organisation. Pensez-y, là. C'est moins de 8%. Ça veut dire, si je vais m'asseoir avec vous, là, les gens autour de la table, là, ça veut dire qu'il y a seulement 8 personnes sur 100 que dans son organisation, je parle pas d'utiliser ChatGPT pour faire un chat, là. Je parle d'une intégration dans vos processus d'affaires qui crée réellement une valeur ajoutée pour votre client ou qui réduit vos coûts de production ou de service à l'interne. Ça veut dire de créer de la marge. OK? Pensez-y, là, de 8 à 80. Avant que je continue, Cédric, pas Cédric, t'es-tu, est-ce que, on peut se tutoyer, là, est-ce que tu es surpris par la statistique que je viens de te donner, là? C'est une statistique d'IBM en passant. Oui et non. Je pense que les gens qui sont dans le webinaire, peut-être, mais en tout cas, moi, de mon côté, je lis assez pour te dire que je ne suis pas surpris, là. C'est énorme, là. Ça veut dire que le retard d'un est dans la compréhension du budget à investir en technologie. Le deuxième, c'est de la capacité à bien gérer son investissement. Ça veut dire d'éviter que ce soit une dépense. Puis troisièmement, c'est d'intégrer des nouvelles technologies d'IA qui permettent justement d'aller atteindre des nouveaux sommets. 3 éléments clés. Je continue. Pour moi, aujourd'hui, le but, c'est de vous introduire 3 éléments de base. C'est quoi qui a changé? C'est quoi les modèles? OK? Tu sais, par rapport, là, on ça, va c'est tomber intéressant. un petit peu. Bon. Ouais. Pour moi, qu'est-ce qui a changé? Là? Je vais parler dans un langage que tout le monde comprend depuis les années 2010 au Québec, même des années début 2000. Là. On parlait beaucoup de la Toyota, du Lean Manufacturing, les MUDA. Ouais. Hein, je ne sais pas si MUDA prend un S, je m'en excuse. Ça, c'était tous les gaspillages. C'était la surproduction, les attentes, le transport, les déplacements, les mouvements inutiles, les défauts. C'était beaucoup de l'optimisation de flux physiques. Ces gains-là, n'arrêtez pas de les chercher, de les trouver, mais c'est principalement ce qu'on apprenait dans l'ère Toyota. Là, dans l'ère actuelle il y en a qui vont parler d'évolution numérique, c'est toutes les tâches cognitives. Ça veut dire toutes les tâches cognitives qu'avant, c'était impossible à remplacer. Ça veut dire synthétiser, rédiger, de la transcription manuelle, de la recherche à travers des bases de données, du traitement de données, de la communication redondante. C'est qu'on peut optimiser des tâches intellectuelles. Puis vous allez entendre parler de plus en plus, depuis 2015, même 2012, on entendait parler de l'industrie 4.0. Aujourd'hui, vous allez entendre de plus en plus dans la littérature, je pourrais envoyer des références, on appelle ça l'hyper-automatisation. Ça veut dire qu'on est capable d'aligner un ensemble de tâches cognitives, ça veut dire lire, rédiger, interpréter. Je vais vous faire un test après, vous allez rire. Là. Puis ça, là, c'est des gains de productivité massifs. Ça, là, c'est massif. Là. Je vous dis, là, on peut remplacer des départs à la retraite. On travaille avec un groupement, justement, dans un secteur d'activité respectif. Je vais vous montrer. Quelqu'un qui part à la retraite, qui a un nom X, exemple Pauline. C'est-tu l'exemple que tu m'as montré, Benoît? Ou que... oh, ouais, je vais vous le montrer après. Là, on s'en va là. Mais tu sais, on peut, au lieu de remplacer des gens qui vont à la retraite, on peut enregistrer leur savoir-faire. Puis si on se rend compte que ce n'est que des tâches cognitives qu'ils font sans investir dans des logiciels, on parle vraiment d'intégrer l'IA pour remplacer un humain, on peut le faire. Mais souvent, les gens ne le voient pas. Puis je vais vous montrer comment on peut calculer ça dans une organisation. Juste faire un pas en arrière, je trouve ça super important quand on parle de modèle. Puis c'est plus un petit shake-up que je vais vous donner. Là. Pour moi, ChatGPT, c'est comme un skidoo, un frigidaire. Tu sais, un skidoo, là, il y a des Kawasaki, il y a des Honda, il y a tout plein de ça. Puis des frigidaires, il y a des Mabe, il y a des GE. Là. Tu sais, on dit beaucoup de ChatGPT. Pour moi, ChatGPT, c'est un des modèles. Tu sais, OpenAI, là, dans ce cas-là. Tu sais, quand on vient à vouloir automatiser des tâches, là, j'ai fait une petite simplification. Oh, là, bon, vous pourrez avoir accès à ma présentation. Vous pouvez faire un screenshot, ça vous appartient. Là. Chaque modèle, là, je vous en ai seulement montré 6. GPT, c'en est un, OpenAI, c'est un généraliste, puis il fait de la génération aléatoire. C'est ça sa force. T'sais. Claude, il fait du code, il est plus éthique, il fait de la mathématique. Grok, là, je ne vous les nommerai pas toutes aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est comme on dit depuis 30 ans dans le monde des affaires, la bonne personne assise à la bonne chaise. T'sais. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'asseoir le bon modèle dans la bonne tâche.
OK? Parce que des fois, je vois des choses, là, tu sais, j'arrive, là, les gens veulent automatiser GPT dans quelque chose, puis là, ah non, c'est pas bon, ça marchera pas avec l'IA. Ben, c'est simple, vous n'utilisez pas le bon modèle. Puis des modèles, là, en ce moment, dans le marché, là, il en existe des milliers. Là, j'ai fait Ouais. un exemple, là. Ça veut dire que la force de travailler avec des firmes comme nous, il y en a plein d'autres dans le marché, là, c'est seulement de s'assurer que quand vous avez une tâche à faire, si c'est une tâche, exemple, de productivité, l'ordonnancement, exemple, dans l'usine, ben, c'est pas ChatGPT qui va ordonnancer votre usine, tu sais. Si vous avez besoin de faire des tableaux de bord avec des présentations intégrées, un genre de Power BI, sans jouer dans Power BI, c'est plus Anthropic qui va vous permettre de faire ça. Tu sais, fait que là, le but, c'est pas de vous montrer ça, là, mais GPT, ce n'est qu'un joueur dans la constellation des modèles. Il y en a partout sur la planète. Puis, je vais vous montrer un exemple qui me fait rire. J'ai Hey, demandé Benoît, à juste avant de différents. Ouais, ouais, poursuivre, vas-y. dans la page que tu avais mis, as-tu tenu compte du fait que, par exemple, Claude est rendu, ma foi, hyper performant dans les modèles financiers également? Oui, ben en fait, tout ce qui est mathématique, là, OK, Claude parfait. est actuellement, tu sais, je sais pas si vous le savez, là, mais pour faire des recherches dans les fichiers Excel, puis faire de la reddition de compte, en ce moment, même dans Microsoft là, utilise l'Anthropic, tu sais, de Claude. C'est ça qui est fou, là. Tu sais, mais Ah, c'est ça, capoté. c'est une autre discussion, puis je veux pas me Ouais, perdre non plus pas de problème, dans c'est beau. ça. OK. Mais regardez ça, ce qui est intéressant. Puis j'ai montré un exemple qui peut parler à tout le monde. J'ai pris différents modèles, tu sais, Perplexity, GPT, Anthropic, DeepSeek, puis le Supreme Leader. Ça, c'est ce qu'on a trouvé en Corée du Nord. On a réussi sur les modèles open source à trouver le Supreme Leader. Puis on lui a demandé, c'est qui le meilleur golfeur au monde? Regardez ça, comment c'est troublant de voir comment l'IA en ce moment est entraînée via différents regroupements. Perplexity, il dit que c'est Scotty Scheffler. OK? Hein? Ça, c'est celui qui est très bon dans l'actualité. Tu sais. GPT, il dit que c'est Tiger Woods puis Jack Nicholson. Il est entraîné par les Américains. Tu sais. Suprême leader, ben, il a dit que c'est Tiger Woods, mais c'est Kim Jong-un. Tu sais. C'est le président de la République de la Corée du Nord. Anthropic, Scotty Scheffler, tu vois, il se rapproche de, mais il n'est pas d'accord avec GPT. Tu sais. Puis DeepSeek, qui Ah. est le modèle chinois, lui, c'est Jack Nicklaus. Fait que, tu sais, pourquoi que je mentionne ça aujourd'hui, là, c'est un exemple concret que selon le modèle que vous utilisez, selon où il a été entraîné avec quelle base de connaissances il a été entraîné, vous allez avoir un résultat différent. Ça veut dire que, je donnerai un autre exemple que j'aurais pu mettre. Il y a Mistral en France aussi qui existe. Mistral n'aurait jamais répondu à cette question-là. Ce qu'il aurait dit, vu que lui, il trouve ça important de séparer les hommes et les femmes puis de valoriser les femmes, il aurait dit, du côté des femmes, la meilleure est elle, et du côté des hommes, le meilleur est elle. Tu sais. C'est un exemple que je voulais vous montrer, juste pour vous montrer que ça me fait rire en ce moment, j'entends parler de GPT, comme si GPT c'était un skidoo, un frigidaire. Pour moi, GPT, ce n'est qu'un modèle parmi tant d'autres, puis c'est le plus généraliste. Si votre entreprise, la vision d'entreprise, c'est d'être une librairie généraliste, peut-être que ça s'adonne à votre réalité. Mais si vous avez des tâches à accomplir dans un secteur d'activité concrète, il y a un travail à la base de s'assurer qu'on est avec le bon modèle ou d'entraîner son propre modèle. Okay? J'arrête ça là. Avez-vous des questions par rapport à ça avant que je continue? Frédéric, as-tu du Moi, c'est bon, sens? c'est parfait, c'est clair, clair, clair. Parce que pour une question simple comme le golf, on a des réponses différentes. Imaginez pour des procédés de matériaux, des procédés de fabrication ou des études tu sais, des fois, je vois ça, des études de marché qui ont été faites par GPT versus d'autres joueurs. Tu te rends compte que des fois, tu n'as pas la bonne. Hey, mais Fait que là, Benoît, je moi, me suis créé un. Ah, vas-y. je suis un gros consommateur là, de soit Claude, ChatGPT. Je l'ai fait pas mal Ouais, tout. Puis je vais t'avouer que l'exemple que tu me présentes, là, je dois t'avouer que ça me surprend un peu quand même. Je pensais qu'il y avait plus de cohésion au niveau du data. c'est pire. C'est pire qu'on pensait. Même moi, à tous Ouais, les ouais, ouais. jours, puis à toutes les fois que les modèles sont upgradés, on voit une différence. J'ai donné un exemple numéro un. Là. Moi, j'ai créé mon jumeau numérique. Je me suis amusé, j'ai dit, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quoi un jumeau numérique? C'est un jumeau numérique qui va me permettre de répondre à ma place à n'importe quelle question. Vous voyez, j'ai même généré une image. J'ai envoyé mon image, il m'a généré mon jumeau. C'est moi qui est pas moi. OK? Ça me fait rire. Puis, ce que je vous inviterais, les gens qui sont à la maison, là, ou au travail, prenez le temps de scanner ça, là. Posez-moi n'importe quelle question par rapport à des technologies, là, puis vous allez avoir une réponse instantanément. En fait, c'est pas compliqué. J'ai incarné mon savoir dans une discussion avec un agent, puis je lui ai permis de vous répondre par courriel. Là, je vous laisse au moins 30 secondes prendre le temps de le faire, puis ceux qui ont le thème, je vais vous montrer après qu'est-ce qui se passe avec ça. Vous allez voir, là, j'ai l'exemple parfait d'une hyper-automatisation. Cette automatisation-là, elle vous répond, elle vous envoie un courriel, elle, elle
généralise une question, elle va me faire une recommandation pour vous aider à vous vendre mes services par après. Puis en plus, elle va être toute inscrite dans mon système interne chez nous. Tu sais, je vais vous montrer en même temps pendant qu'on le fait. Là. Si jamais il y a quelqu'un qui me permet de regarder sa réponse, là, on va la regarder ensemble juste pour en rire ensemble, là, mais je ne prendrai pas n'importe quelle réponse. Là. C'est un exemple concret de comment on peut utiliser des agents, à l'aide de l'hyperautomatisation pour être capable d'accomplir un ensemble de tâches. Ah, moi, je vais t'en envoyer une. Bon, je vous laisse encore 30 secondes là, avant de passer à la prochaine. Là. Là, vous allez dire, il est futé, lui, fait un webinaire puis il ramasse nos leads. Non, non. Le but, c'est de vous montrer la réalité de où on peut aller. Puis après, c'est à vous d'être créatif de où je peux rajouter de la valeur dans mon organisme, dans mon organisation ou à travers mes clients. Tu sais. Je pense que les gens qui avaient à scanner ont scanné. Je vais aller ouvrir l'autre piste. Tu m'as-tu déjà répondu? Je vais aller voir ça. Moi, je l'ai envoyé en tout cas. OK, good. Je vais le laisser aller en attendant. En fait, c'est assez simple. Là, je vous montre, là, ça a l'air hyper complexe, là, mais c'est un petit process. Là. Je vous ai envoyé un QR code avec un formulaire, OK? Vous me direz si vous avez reçu les courriels de votre côté. Là. Ce formulaire-là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un agent qui vient répondre directement il y a un agent, dans le fond, là, qui est comme un GPT dans ce cas-là, qui vient répondre à la question qui vous envoie un courriel. Puis d'un autre côté, j'ai un deuxième agent qui va venir valider une piste. Là, vu qu'on est en webinaire et le temps va être court, là, je vais vous montrer que ça a de l'air d'une réponse. Là. Je vais prendre Ariane dans ce cas-là. Elle ne me chicanera pas. Attendez, regarde bien ça. Je vais l'ouvrir. Ariane. Bon, regardez bien ça, le meilleur exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'exemple, groupement forestier de l'Abitibi, la madame a dit, est-ce que c'est compliqué de créer un agent comme celui-ci? Rapidement, le courriel a été généré par l'agent. Oh, grande question, est-ce compliqué de créer un agent? Tu sais, je reviens ici, là. Ça, c'est la première séquence. L'agent a répondu. La deuxième séquence qui est intéressante, c'est qu'en fonction de sa question, j'ai une analyse commerciale. Ça veut dire que moi, là, mon savoir, c'est de dire, hey, le prospect qui manifeste des intérêts directs pour la création d'un agent. Voici les pistes de solutions, voici les actions recommandées, puis voici la résumé de comment. Ça veut dire que je peux transférer à un vendeur chez nous, un commercial, ma façon de lire le courriel et de le représenter. Ça, c'est débile, tu sais. Je vais juste faire un petit quelque chose parce que je pense qu'ils n'ont pas activé le flow du côté. Non, je l'ai pas reçu, moi. Ouais, c'est ça, d'habitude, c'est instantané. Je vais le faire activer, là. T'as un peu, ça sera pas long. Faut que le flow QR code soit activé. Bon, parfait. Je continue, puis vous allez recevoir vos réponses. Nous autres, ça, c'est une autre affaire. Et tu sais, ça, si on laisse ça ouvert à l'année, là, quelqu'un qui serait mauvaisement influencé envers nous pourrait envoyer un ensemble de demandes à l'infini, puis pourrait nous coûter des tokens. Les tokens, c'est le coût que ça coûte d'utiliser l'IA. Hein. Ça, c'est une autre chose qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais ça a un coût de temps utiliser l'IA. Donc, tu sais, quand on parlait d'hyper-automatisation maintenant, là, c'est que chaque flow, OK, chaque fois qu'on parle à un agent, il peut parler à un autre agent, puis il peut faire différentes tâches. Une première tâche, c'est d'envoyer un courriel. Puis le deuxième agent, en fonction du courriel qu'on a envoyé, pourrait rentrer la piste directement dans notre système informatique, tu sais, en temps réel. Si vous avez des questions par rapport à ça, c'est un exemple concret de plus en plus qu'on voit dans le marché. Exemple, on a un fabricant de balayeuses. Lui avait un service client en France, un service à Vancouver, puis un service à Québec, pas à Québec, dans le coin de la rive nord de Montréal, pas Laval, mais Terrebonne, je pense, je ne me trompe pas. Puis il y avait un service 24/7 parce qu'il couvrait, vous savez, il y a 6 heures de décalage entre ici et la France, exemple, puis Vancouver est stratégique. Puis ça veut dire 3 loyers, ça veut dire 2 personnes à chaque place au service client, ça veut dire 6 employés avec des taxes à payer dans un autre pays, avec, tu sais. Puis en faisant des agents comme ça, on a réussi à ramener 100% des services directement à Terrebonne. On a fermé le bureau de Vancouver, c'est rendu un centre de dépôt attaché à un transporteur. En Europe, même principe, on est rendu avec un centre de dépôt avec un transporteur, un 3PL qu'on appelle. Ça veut dire qu'on marche 24h/7, c'est un système d'étiquette intelligent. Puis presque 90% de la discussion avec le client est faite à travers des agents. Un agent qui aiguille, un agent qui répond, un agent qui écrit dans le système, un agent qui répond.
Puis, tu sais, avant, faire ça, ça leur aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, ça se fait en nombre de jours. Tu sais, c'est plus des semaines, là, mettre ça en place. C'est à partir du moment que vos processus sont définis, que vous avez une base de connaissances assez intéressante, je vais vous montrer après, on peut créer des processus comme ça. Puis quand je dis on, là, c'est pas juste GLM, là, c'est les gens qui connaissent l'industrie en général de l'hyper-automatisation. Benoît, qu'est-ce que tu Oui, penses des vas-y, gens qui, au niveau de l'industrie, regardent ces modèles-là? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont conçus sur Internet puis qui sont vendus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'une PME là, qui a peut-être 4-5 employés puis qui se promène, qui va voir sur TikTok, qui voit des différents templates qui sont offerts? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi les notes, les précautions à prendre? Est-ce que c'est bon d'acheter un ben, template? Faut-il s'assurer qu'il soit... Tu sais, évidemment, il y a plein de vérifs, là, fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus. ouais. Ben, en fait, là, c'est sûr que il y a des lois, il y a des normes, il y a des législations. Là. C'est sûr que nous, on est habitué de travailler avec des entreprises autant dans le militaire que dans la PME. Là, il y en a qui sont obligés d'être pour on-premise, qu'on appelle. Ça veut dire que tu peux Ouais. pas aller sur le cloud. C'est sûr que à partir du moment que tu joues avec des technologies comme des NV10, des UiPath, des Zapier et tout ça, l'enjeu, c'est que tu te mets à risque. Ça, c'est sûr. Là, tu t'ouvres rapidement. Puis plus tu vas vite, plus des fois tu échappes des morceaux. Il y a des gens, il y a des enjeux, il y a des risques, ça, je vous le cacherai pas, mais il y a plein d'entreprises. C'est juste à Québec, là, tu as Humaneo, tu as Bouban, tu as Videms, je pourrais en nommer des GLM comme nous, mais j'ai même pas assez de doigts pour vous nommer le nombre de professionnels qu'il y a sur le territoire. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui ont de la misère à avoir des mandats au Québec. Mais on a des mandats en Ontario, des mandats aux États-Unis. Fait que, des fois, c'est de faire confiance aux gens locaux. C'est sûr que si ça coûte 4 000 $, posez-vous la question. Il y a des gens qui sont très rapides, c'est facile d'aller rapidement, mais ça prend une équipe. Dans une équipe Ouais, d'intégration, normalement, quand tu engages quelqu'un, ça y prend quelqu'un qui est un DevOps, plus des je suis gens aussi d'accord. excusez l'expression, qui comprend les infrastructures, Je suis ça prend une d'accord. architecture, ça prend des Puis, doubles, triples Puis identifications. Benoît, Vas-y, tant qu'à faire, je ouais. pense que c'est important d'ajouter qu'il y a la notion de circuit fermé, qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est probablement ça que des providers comme toi donnent. Par exemple, c'est la sécurité au niveau de l'information confidentielle, parce que comme tu dis, on n'est pas à l'abri d'une publication comme on a vu dernièrement avec ChatGPT, où toutes tes conversations se Ouais. retrouvent en ligne pendant 24-48 heures. Là. Ça peut être gênant quand tu as des secrets confidentiels de compagnies stratégiques, développement de marché. Tu sais, c'est des choses à tenir en compte aussi. Là. Ouais. Ce qui est le plus gênant en ce moment, là, c'est que dans une organisation, tu te crées des bases de connaissances. Je vais en parler après, c'est quoi une base de connaissances. Puis, il y a des agents. L'agent, c'est celui qui utilise la base de connaissances pour offrir un service. On va dire ça comme ça. C'est que des fois, les bases de connaissances, c'est des discussions enregistrées qu'on vient enregistrer. Des fois, il se dit des choses dans des rencontres qui ne devraient pas se dire, où il y a de la confidentialité. C'est Là, ça. maintenant, à l'interne, là, dans les règles d'approbation, il y a un mélange. Puis là, des gens à l'interne peuvent commencer à poser des questions sur les salaires, sur l'organigramme. J'ai vu ça dans une organisation, ils ont ragué, qu'on appelle, ils ont connecté SharePoint sur un modèle. On va dire, c'est comme si ma base de connaissances c'était SharePoint, maintenant, on va dire ça de même. Là. Je vais juste enlever ça parce que les gens vont se mêler avec tout ce que je dis. Puis là, les gens ont commencé à pouvoir poser des questions sur l'ensemble de SharePoint. C'est quoi l'année financière l'année passée? C'était quoi le bénéfice net? Ben, le système était capable d'aller chercher la donnée puis la donner à n'importe qui dans l'organisation. Fait qu'imaginez un client qui tombe dans un service client. Puis, je vais donner un exemple qui fait rire, là, mais c'est ça. Pendant qu'il y avait la campagne présidentielle aux États-Unis, là, il y avait plein de bots. Aussitôt tu disais Emmanuel Macron, Donald Trump ou Poutine, tu disais n'importe quel nom, là, il y avait déjà des bots qui étaient préparés à répondre. On appelle ça des agents. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire rire les gens sur TikTok. Je sais pas si tu as vu ça. Il écrivait OK, maintenant, mettons, Jean-Guy qui est pas content de Donald Trump, donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Puis là, tout de suite, le bot, il répondait parce qu'il était actif sur la discussion, puis c'était un généraliste. GPT. Fait que là, il donnait la recette d'une tarte aux pommes. Fait que là, tu dis, OK, lui, c'est même pas un vrai humain. Puis pendant les Olympiques, de plus en plus, c'est des bots, dans le fond, qui alimentent les réseaux sociaux. Fait que vous avez l'impression que votre témoignage est percutant, les gens s'impliquent. Vous avez rendu 50 à 60% des discussions sur vos propres styles de discussion, c'est des robots qui sont là. Puis il y a une façon de les déterminer. Puis ça, c'est un autre enjeu. Quand tu disais les risques, on peut penser que les campagnes publicitaires qu'on envoie sont hyper payantes. Je vois ça avec des faits marketing, mais il n'y a pas de retombées. Fait que t'as bien beau dire que tes statistiques sont bonnes. La seule statistique à moi qui me parle, c'est la vente, c'est la Exact. conformité, c'est la sécurité Exact. aussi, l'hermétique. Puis après ça, qu'est-ce que tu en fais? Es-tu capable de le traiter dans tes opérations? T'sais? Je vais vous montrer un autre exemple que j'aime, qu'on voit beaucoup là, dans l'industrie, c'est que, tu sais,
un beau gros fichier Excel. Ça, c'est un exemple, là, j'ai masqué bien des informations là, avec ben des données, là, là, ça peut être des territoires, de la superficie, des ci, des ça, puis qu'on a des gens à l'interne qui remplissent des PDF. Tu sais, maintenant, on voit beaucoup Power BI. Tu sais, les gens essayent de connecter, mais là, ils sont obligés de faire des manipulations. Aujourd'hui, on est capable d'apprendre un robot, qu'on pourrait dire un agent, à faire l'extraction, utiliser la donnée, puis remplir la donnée d'un autre côté. Ça vient avec trois grandes étapes. Tu sais, quand on parle là, de remplacer, là, pour moi, tu as la base de connaissances, tu as la création de l'agent, puis tu as l'hyper-automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ça veut dire, Benoît, Caroline, tu m'arrives avec des concepts aujourd'hui dans un petit webinaire. Tu sais, il n'y a pas de petit webinaire, mais dans un webinaire comme ça, c'est de dire, la base de connaissances, pour moi, cassez-vous pas la tête, là, c'est tout ce qui est des enregistrements de discussion, vous avec vos pairs, vous avec un client. Dans le cas où c'est avec un client ou avec des pairs, il faut toujours quand même le mentionner. Puis même là, dans le webinaire, j'ai vu qu'il y a des IA qui se sont connectés. Fait que les gens viennent toujours avec un IA. T'sais. On s'entend qu'il y a des pays que ça ne fonctionnerait pas d'arriver avec ton IA sans le mentionner, sans le faire approuver. Là. Des exemples, ça veut dire, exemple, là, un organigramme, un template, un document qui a déjà été fait dans le passé comme une soumission, une base de données arriérée là, de là, 4 ans. Un exemple, des documents, on pourrait importer ce qu'il y a dans un SharePoint, on pourrait importer ce qu'il y a dans un Drive. Ça peut être crawler un site web, d'aller chercher l'info. Ça peut même être un fichier Excel. Pour moi, la base connaissance, là, c'est plus comme à l'époque où on avait besoin d'une troisième forme normale sur SQL. On est capable d'importer des images, des textes, des discussions, des formulaires, il n'y a plus de limitation. Ça veut dire que toute la donnée que vous avez qui existe, elle est utilisable maintenant. C'est ça qui est fou. On peut la nettoyer, on peut faire un ménage, on peut la reproduire, mais la base de connaissances, là, ce n'est pas uniquement votre système ERP. Faire attention, là, tout ça, c'est bon pour créer. Ça veut dire, exemple, quand on a voulu remplacer Pauline, ben, on a enregistré la discussion avec Pauline qui nous explique à remplir son fichier, à faire ses tris, ses filtres. Elle nous montre un template de comment elle faisait son travail. Puis ensuite, on avait accès à son répertoire. T'sais. Une fois qu'on a la base de connaissances, que je mentionnais, là, il faut créer un agent. Un agent, c'est quoi? Là, on a mis Pauline et AI dans ce cas-là. Tu sais. Pauline, elle, tu vois, c'est Anthropique. Elle a un modèle. Ça, tu sais, vu qu'elle fait des fichiers Excel, on utilise un modèle qui s'appelle Anthropique. Puis, on lui a donné des tâches et des responsabilités. Là, vous ne les voyez pas tout. Là. Tu sais, c'est quoi son rôle à elle? C'est une agent dont le rôle principal est rédiger un rapport annuel. Là, tu sais, on la brief. Là, dans le fond, sa base de connaissances, là, c'est la vraie Pauline qui parle avec moi, qui me dit comment elle fait son fichier. C'est-à-dire que Pauline, là, AI, elle est capable de reproduire 100% ce que Pauline fait. 100%. Puis non seulement si elle n'est pas capable, là, elle risque d'avoir beaucoup plus d'autonomie, de rapidité pour soit me poser la question ou de réimporter une nouvelle base de données ou de me le demander. Tu sais. Excuse, vas-y, Frédéric. Non, écoute, mais je suis étonné parce que, tu sais, on se le dit, là, la main-d'œuvre, c'est de plus en plus compliqué. Côté TET, des restrictions gouvernementales qui n'en finissent plus. Là, c'est la capacité carrément de capter un body knowledge qui de 20-25 ans, c'est une percée, ça, là? C'est littéralement une percée. C'est le quotidien de ce qu'on voit en ce moment, puis on va regarder tantôt les tâches, comment on peut le compter en dollars. Là. Mais tu sais, ça, là, c'est que souvent, les gens cherchent toujours à automatiser un peu à l'ancienne, de se dire, bon, je vais redessiner le processus, c'est important. Mais quand c'est une tâche cognitive à 100%, là, laisse faire le processus. Si le processus améliore le service client ou la réduction de coûts, là, on va refaire le processus. Mais si c'est répéter une tâche qui a déjà un intrant, un extrait, laissez faire le processus. Appliquer la tâche à un agent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avant, là, moi, j'étais le maître des processus, mais génie industriel, on a fait des diagnostics numériques, des plans aussi d'accompagnement. Puis on a un département d'excellence opérationnelle. On forme encore des superviseurs en usine. Mais, parce que c'est une nécessité, c'est du comportement. Mais la tâche cognitive, qui est une étape dans un processus, arrêtez de vous asseoir puis cartographier à un moment donné, là, enregistrer la connaissance de la personne, puis l'agent, là, vous pensez que c'est magique, là. Mais malheureusement ou heureusement, j'ai le goût de dire heureusement, je fais le saut à chaque fois que ça fonctionne. Même moi, là, j'en fais avec des gens, j'en fais pour l'interne. J'ai encore le moment, là, la petite étincelle de l'enfant, de dire waouh, ça marche. Puis souvent, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que le modèle qui a été choisi n'est pas le bon pour accomplir la tâche. Ou le transfert de connaissances, c'est mal fait. Puis on peut améliorer le transfert de connaissances. Okay?
Je continue avec ça. Pour moi, après ça, c'est l'hyper-automatisation. On revient à ce qu'on disait tantôt. Une fois que la base de connaissances est connue, c'est l'information, ça peut être du talk verbal, que l'agent a été créé. Après ça, ben, on peut venir rentrer l'agent dans un ensemble de processus. Là, vous allez dire, Benoît, ouais, mais il faut développer ça. Il existe au marché, là, on en entend plein. Là, ces temps-ci, la mode, c'est N8N. C'est ça, ce cas-là, c'en est un. Il y a Node-RED, il y a UiPath, il y en a plein. Là, il y en a des centaines. Fait que, le but, c'est pas de faire une liste d'épicerie, c'est de comprendre qu'il y a 3 étapes. Je reviens, là, la base de connaissances, d'où je prends mon information, est-ce que j'ai bien éduqué? Mon agent, c'est le prompt, c'est qu'il est répétable, il est capable de refaire la tâche. Je peux même lui donner un nom. Je vous invite à le faire, de donner le nom de la personne qu'on remplace. Puis le troisième, c'est de commencer à faire des processus intégrés. Chaque agent est autonome. L'erreur que je vois beaucoup dans des organisations, c'est qu'on essaie de prendre un genre de chat GPT, on y apprend une tâche, mais on voudrait qu'il soit le meilleur dans tout. La réalité, là, un agent, une tâche. Fait que, c'est quoi sa tâche à Pauline? C'est rédiger le rapport annuel. Si elle a un rapport mensuel, on va faire un autre, ça va être le rapport mensuel. S'il y en a un autre, c'est le rapport hebdomadaire, ça va être Pauline et I hebdomadaire. OK? Fait que c'est elle, c'est ça sa tâche. Si vous avez des questions avant que je m'en aille plus dans l'enjeu de priorisation, parce qu'il y a du temps, là, je vois. Écoute, s'il y en a qui ont des questions, là, Benoît, là, Ouais. ce que je t'invite parce qu'on n'a pas le truc vocal, c'est shootez-les dans le chat, dans le clavardage. Moi, je vais me faire le relais, je vais prendre vos questions, puis on va rendre ça interactif. Mais on se garde aussi, Benoît, dis-toi là, que peut-être d'ici 4 minutes ou 5 minutes maximum, ce serait le fun qu'on s'en aille progressivement vers les questions de l'auditoire. Mais si vous en avez déjà, la gang, ne gênez-vous pas, commencez à taper, puis je vais faire le relais. Good, excellent. Bon, en fait, j'ai 3 petites slides qui sont super importants pour moi, là, c'est de prioriser les projets et le financement. Tu sais, pour moi, quand on regarde une organisation, là, à un moment donné, il y a beaucoup de projets IA, il y a beaucoup de projets liés au service. Puis là, les gens, pour moi, il y a 2 axes. Il y a l'impact stratégique. C'est quoi, qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est améliorer le service client, c'est réduire la dépendance envers des ressources humaines, améliorer votre rentabilité, puis on l'a pondéré. Tu sais. Ça, c'est l'impact stratégique. Faire plus d'argent, améliorer mes liquidités. Mais je ne suis pas sûr que l'investissement, exemple, en IoT ou en RP serait la priorité. Tu ne veux pas impacter ton cash flow. Puis les perspectives de succès, c'est est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les processus clairs? Est-ce que ma main-d'œuvre est qualifiée pour le faire? Est-ce que j'ai la capacité à investir dans le court terme? Mais c'est 60 mois l'investissement technologique qu'on doit calculer. Avant, c'était 6 ans. Il y a déjà eu une baisse là, dans le retour. Mais j'aime mieux que vous me dites, Benoît, j'ai 10 000 par année. Pour pas vous aider, qu'à me dire j'ai 100 000 cette année, j'ai 0 l'année prochaine. C'est une mauvaise façon de gérer la technologie. Fait qu'à un certain moment, vous allez voir les différents projets où on les cadre. Est-ce qu'ils sont en facteur de succès élevé? Est-ce qu'ils sont stratégiques pour l'organisation? C'est quoi les projets qui en ce moment sont super attrayants, mais qui n'ont pas de valeur pour l'organisation? Ça vous donne un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les agents IA qui sont intéressants? Même principe qu'avant. Tu prends la direction générale, là, c'est des noms fictifs en passant, là, il n'y a pas de vrai nom là-dedans. Là. Nombre de personnes, mettons, dans les différents départements où ce qu'on a évalué, c'est quoi la non-valeur ajoutée de ces postes-là? Si j'ai des ventes externes, j'ai 7 employés, puis 35 c'est de la non-valeur ajoutée, c'est de la recherche d'informations manuelle, l'attente d'informations, c'est 98 heures semaine. Ça veut dire que si c'est des tâches cognitives à non-valeur ajoutée, je vais dire ça de même, c'est pas toujours cognitif en passant, mais ça veut dire que dans cette organisation-là, là, j'ai 5 ressources temps plein que je suis capable de condenser, soit en augmentant mon volume, en faisant une réduction. Là, vous allez dire, Benoît, t'es bien pas d'empathie. Hey, c'est-tu une bonne nouvelle quand tu es capable de réduire de 5 personnes ton indirect sur ton cash flow de ton organisation, puis sur ta capacité à croître ou à développer des nouveaux services? Tu sais, je trouve qu'on était beaucoup dans le tabou dans le passé. Ça fait que tu as le droit de dire comme Benoît. Mais moi, là, quand j'entends ça, là, je suis heureux. Tu sais, puis si je suis capable de faire partir quelqu'un en retraite sans le remplacer en utilisant la technologie, ben, c'est ça que l'économie a besoin. Disons-nous les vraies choses. Tu sais. Mais c'est la façon de base de calculer des opportunités. Après ça, est-ce qu'on va récupérer 100 peut-être pas. Envoyons-nous sur un 30 ben, 30 de 5 ressources, quand même 2 ressources. Tu sais. Ça vous donne, tu sais, je continue après un dernier point. Ce qui est important aussi dans l'investissement technologique que j'aimerais là, que vous mettiez dans le cœur et dans la tête, c'est pas le coût que ça coûte. C'est l'impact sur le cash flow, parce qu'il y a un retour sur investissement. La différence entre une dépense et une optimisation et un investissement, c'est qu'il y a un retour escompté. Fait que la réalité, au lieu de dire mon projet va coûter 150 000 peut-être que c'est vrai que le coût sur 2 ans, mettons 79 semaines, il y a un investissement de 150 000 à mettre.
Mais la réalité, là, le hit que tu es prêt à prendre, si tu t'impliques dans le projet, puis tu le comprends dans le projet, puis on fait pas 15 projets, on fait 3 à 4 projets maximum dans une organisation annuelle, parce que c'est pas réaliste. T'sais, faire un bon projet versus 10 mauvais là, qui fonctionnent pas, j'aime mieux en faire un bon. Ça, c'est un des bons conseils à donner. Là. Ça veut dire que est-ce que tu es capable de prendre un hit pendant 4 à 5 semaines d'environ 40 000 dans ton cash flow? Si oui, ce projet-là, il est viable. Tu sais, des organisations comme des Stelpro, des organisations comme des, tu sais, je vais arrêter de drop name des gens, là. C'est comme ça qu'ils voient les projets. Ils voient les projets comme un investissement avec un retour. Puis dans une année, tu peux en taper 4-5 projets comme ça si tu es capable de contrôler tes coûts. Fait que si ton projet que tu as évalué à 100 000 puis que tu es encore rendu à 200 000 sur ton projet, puis tu n'as pas encore eu de zone de retour d'investissement, ben, il y a deux choses, il faut se poser la question. Je reviens de deux pas. Est-ce que j'avais les bonnes ressources? Est-ce que mes processus étaient clairs? Est-ce que j'avais la capacité interne à opérationnaliser? Puis est-ce que j'avais la capacité à le pérenniser? Ça revient toujours à ça. Fait que les gens vont dire, pourquoi faire un diagnostic? On en a fait 50 diagnostics. Mais la vraie réponse, c'est si tu as fait 50 diagnostics, c'est parce que ta roue, elle ne tourne pas encore, puis tu as encore des dépenses au lieu des retours sur investissement dans tes projets. C'est-à-dire, malheureusement, tu retournes à la table à dessin, puis tu dois te relancer dans un projet d'amélioration continue qui fait du sens, puis qu'on va chercher les bons, vrais projets, les learning fruits. Moi, ça fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui, mais le plus gros conseil, j'ai à vous dire, arrêtez de dire combien ça coûte, dites-vous combien ça vous impacte sur le cash flow, puis c'est quoi le retour sur investissement. Si vous ne l'avez pas calculé, ben, ça va rester de la perception. Qui parle le plus fort va gagner. Exactement. Puis surtout aussi, ben, la subvention est toujours bienvenue. Moi, je pense que quand c'est possible, ça répond aux besoins du projet. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Puis j'ai vu dans les participants qui Daniel Dumoulin d'Emploi Québec qui aide également dans les projets de productivité. Puis je les invite à la contacter. J'ai vu également Nathalie Cameron qui est dans le RH. Il reste qu'au final, si ton projet, attends pas une subvention s'il n'y en a pas, et que ton projet, par rapport à ton cash flow, tu peux te le permettre, vas-y, parce que cela, c'est la clé de la productivité, c'est la clé de la compétitivité là-dedans. C'est comment tu vas pouvoir guérir ton entreprise pour répondre à améliorer ton produit, répondre de manière plus rapide. Fait que là, Benoît, là où que je vais t'amener, c'est la chose suivante. C'est que, tu sais, moi, mettons là, que je suis dans les RH, puis que j'ai une firme d'à peu près 10 employés puis que je cherche à commencer à numériser, digitaliser, automatiser des tâches, tu sais. Puis cet exemple peut être valable pour plein d'autres types de business ou en conseil, génie conseil ou peu importe. Par où commencer? Qu'est-ce qui fait du sens? C'est quoi, là, je te dirais, les projets que tu vois à répétition qui font une différence? Stratégie d'entreprise, chaîne de valeur. Quand j'ai chaîne de valeur, là, c'est simple. Tu as une zone vente, service à clientèle, tu as une zone opération, puis tu as une zone support. Tant que tu vas mettre de l'argent dans la zone support, tu ne réduis pas l'effectif, tu ne crées aucune valeur pour tes clients. C'est la zone opération qui crée de la valeur pour tes clients. Ça veut dire que pour moi, c'est que tu cibles, il est où ton coût majoritaire ou que j'ai une capacité à lever. C'est sûr que si vous êtes en mode décroissance ou en mode croissance ou en mode où vous avez atteint une certaine maturité pour optimiser les opérations, c'est drôle, hein? C'est toujours entre les ventes et les opérations qu'il y a réellement un gain d'opportunité tangible parce que la zone support veut pas, crée pas de valeur. Ben, ça ne crée pas de valeur. En théorie, là, utopiquement, on n'en a pas besoin. J'aurais pas besoin d'un comptable, j'aurais pas besoin de quelqu'un qui fait de la documentation, j'aurais pas besoin de quelqu'un de contre-recevable. Ça, c'est utopique, je comprends. Fait que, il faut aller attaquer les bonnes zones, les zones de création de valeur pour le client. Une fois qu'on a ça, ben, je pense qu'il faut déterminer où sont passées les tâches à valeur ajoutée, bien sûr, puis s'il y en a non valeur ajoutée, d'essayer de les enlever. Mais tout part de là. Si vous avez des tâches répétables à haute valeur ajoutée, mais qu'on ne pourra jamais automatiser, ben, assurez-vous que votre processus de contrôle et tout soit solide. Vieille mentalité, il faut rester là, c'est du ligne de base. Okay? Mais si on voit que c'est une tâche qui nécessite toujours la même répétabilité, ben là, vous avez une solide opportunité. Puis, je vais faire un point. Malheureusement, souvent, les gens veulent cartographier le processus actuel, puis ils veulent s'acheter un logiciel, puis là, ils tombent dans le nouveau logiciel. Mais on n'est plus à l'étape de toujours intégrer un logiciel avec une solution. Faut se déconnecter de ça. Souvent, je vois ça, plan numérique fini, sélection logicielle. OK, mais ça se peut-tu qu'il y ait du travail humain à faire dans cette organisation-là, là, de la formation, un comité de pilotage, puis après ça, qu'il y ait des tâches que, justement, l'IA nous permettrait de, sans être obligé d'ajouter une couche de maintenance, parce que acheter un logiciel égale coût de maintenance, c'est sûr.
est-ce qu'il y a des tâches qu'on est capable de séparer? Donc, tu sais, je tracerais une ligne, là, mettons, j'ai 10 employés, là. Dans mes 10 employés, là, c'est quoi les tâches qui créent vraiment de la valeur? Puis ceux qui créent vraiment de la valeur, il y en a-tu là-dedans que je peux automatiser pour m'aider à croître? Puis ceux qui ne créent pas de valeur, est-ce que je peux les éliminer en créant justement des agents ou des automatismes qui permettent de le faire? Mais encore une fois, reprenez le petit tableau, là. Tu sais, tu pourrais lister les 10 employés, puis regarder combien de temps là, ils font des tâches que nécessitent aucunement des tâches cognitives là, comme incroyables. Tu sais. Comme rédiger, exemple, un rapport ou une présentation. Tu peux importer ton template de présentation, passer du temps avec votre client, aller chercher sa matière grise, valoriser, enregistrer les rencontres. Vous allez faire le travail que vous faites déjà encore avec le client, mais la rédaction du jeudi soir à 8 heures à la maison, là, avec les enfants à ses genoux, là, vous n'aurez plus à faire ça. C'est plus nécessaire de faire ça. T'sais. Et qu'est-ce que tu penses, Benoît, de tout ce qui a trait avec, évidemment, le data qu'une entreprise peut générer? Une entreprise bien guérée génère beaucoup de data. Une entreprise bien guérée également, tout ce qui est développement d'affaires, gestion de la clientèle. Il y a là de l'information de pointe qui permet peut-être d'interagir avec le client à un moment donné. Il y a des patterns au niveau de ton data qui peuvent se... Fait que, y a-tu là-dedans aussi, tu vois tout ça, tu as sûrement des cas là-dedans, dans les cas de forage de données combiné à l'IA, ou qui peut... Ça peut littéralement te permettre de repenser ta relation à la clientèle, ton interaction. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, en fait, là, ce que tu viens de dire là, c'est la clé, là, c'est que souvent, l'entreprise, on entend ça, hein, le président d'entreprise dit, je suis seul à être capable de faire ces soumissions-là. Puis ça va dans le système, il y a 200 fichiers Excel là, uniques dans chaque client. Là, ils ont tous été unifiés dans un client sous la petite matière grise. Honnêtement, là, aujourd'hui, tu peux l'enregistrer pendant qu'il t'explique son fichier, puis il va te dire qu'il est tout seul et capable de faire ça. Puis là, tu vas voir la corrélation entre les différentes. Tu sais, tu fais rouler les fichiers dans le modèle que tu as créé, tu vas te rendre compte qu'assez rapidement, il n'est plus tout seul. Il y a ton jumeau numérique, justement, avec différent, mais qui peut le faire. On en voit de plus en plus. Il y a des organisations, par contre, que, tu sais, l'IA, je vais être honnête, sont pas rendus là pour deux choses. C'est qu'ils ont un modèle d'affaires qui se tient pas en 2025. C'est malheureux ce que je vais dire là. Tu sais, qu'il faut réajuster le modèle d'affaires. Tu sais, des fois, là, je m'assois avec des entreprises. Je vous dirais que la transfo métallique dans la région aussi, je suis assez surpris parce que je travaille avec des super belles entreprises un peu partout. Puis, tu sais, c'est pas mon modèle unique que je veux travailler, là. Tu sais, c'est juste que, des fois, je vois ça, je suis un sous-traitant. OK, mais tu sais, t'as pas de produit, t'es pas en train de commercialiser une approche, t'es pas en train de devenir le sous-traitant d'un top 3 que tu vises, tu sais, c'est sûr que si t'as pas de stratégie, tu sais, à un moment donné, ça va être juste un game, un jeu de coups, là, tu sais, de combien tu te vends au marché pour t'es moins cher, ben, tu vas t'éteindre, tu sais. Fait que commencer à investir en technologie, tu vas juste accélérer finalement, quoi, tu sais, tu vas accélérer, tu vas baisser ton coût, et baisser ton coût, baisser ton coût, à un moment donné, tu pourras plus, tu presses ton citron, tu sais. Je le vois aussi, là, tu sais, les services. Moi, c'est important, c'est qu'un manufacturier doit comprendre qu'est-ce qu'il crée comme valeur chez ses sous-traitants ou ses fournisseurs ou dans la chaîne de valeur. Tu sais, je prends un exemple comme Louis Veilleux, mettons, du groupe mondial, machine de guerre. Il devient le département de sous-traitance pour sauver des gains à ses manufacturiers. Tu sais, je le vois, tu rentres dans un écosystème comme ça, là, il y a une multitude de gains potentiels à aller chercher. Mais si l'entreprise elle-même n'a pas défini bien son modèle d'affaires, tu sais, là, on a parlé beaucoup de tâches à non-valeur ajoutée, d'NVA, mais en réalité, il y a toute la création de valeur aussi qui permet de faire. Tu sais, exemple, on a des distributeurs qui maintenant, ils ont un agent que il va voir les clients, puis il pose les bonnes questions pour être capable d'offrir des nouveaux produits, puis ça qualifie des leads. Hey, tu sais, avant, là, il a fallu que j'engage 28 nouveaux agents, puis j'ai fort. Tu n'as plus besoin de ça. Fait, ça reste le modèle d'affaires le plus gros enjeu pour les manufacturiers. En tout cas, là, je parle des manufacturiers. Je trouve qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui, le plan stratégique, c'est sur le coin d'une table rapide pour demander une subvention, qu'en fait, avec l'IA, il y a l'opportunité en ce moment de rêver, de voir plus grand, de voir comment je peux rentrer plus dans ma chaîne de valeur. Puis, tu sais, après, les gains, on va les trouver, mais si tu n'as pas de biag, là, excuse-moi, là, la bubette gluant, le grand rêve audacieux, gluant et poilu, là, je peux dire ça, là. Mais tu sais, il manque ça des fois dans la capacité. La technologie, c'est un levier à opérer la stratégie. T'sais, si ta stratégie est pas belle, je peux pas t'aider, là. T'sais. Je peux pas. On peut sauver des coûts, puis tu vendras moins cher, mais tu créeras pas de nouvelles valeurs. T'sais. Benoît, on s'approche d'une heure dans une minute. Benoît, je ne sais pas comment te remercier d'avoir pris le temps. On va mettre ce webinaire-là sur le YouTube. On va pousser ça. Ça nous prend plusieurs Benoît au Québec pour qu'on réussisse à passer à travers ce grand défi-là de productivité. Tu es super passionné, tu es un gars brillant.
Je pense que tes faits d'armes en termes de revenus, tout ça, démontrent très, très bien ta recette. Écoute, puis j'invite encore les gens à écouter Chaise Bleue. C'est un super podcast qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, y compris Spotify. C'est incroyable la qualité des discussions que tu as, Benoît, avec les dirigeants d'entreprise. C'est fascinant. Merci de ton temps, Benoît. C'est très, très apprécié au nom des 5000 membres. Merci beaucoup, Benoît, de ton temps aujourd'hui. Bye bye. Bon après-midi à tout le monde. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Bye bye à tous les membres. Bye bye.